tomber enceinte, c'est un truc complètement naturel. Oui. C'est un processus le plus naturel du monde, un peu comme c'est des modifications corporelles chez la femme. Oui. Et c'est comme les modifications de la croissance jusqu'aux 24 ans, des modifications autoplastiques du corps tout le long de la vie. Oui. Le pétiné des bébés, souvent ça se ressemble énormément. Et au fur du temps qu'on avance, on commence à avoir un nez qui est beaucoup plus identifiable en fonction de nos origines, de la génétique, etc. Et notre corps peut être modifié en fonction aussi de la vie que nous on mène. Oui. Si on est alcoolique ou toxicomane ou je ne sais pas quoi, ou si on travaille trop ou pas assez, si on fait du sport ou pas, on va modifier aussi notre corps énormément. Mais, et donc, là, c'est quelque chose, et normalement, c'est quelque chose de biologique, physiologique, mais le psychisme va accompagner en réagissant de façon très constructive et positive à cette modification-là. Oui. Et le psychisme va accueillir cet événement-là, normalement, va l'accueillir à bras ouverts. Puisque normalement, une femme veut, à un moment donné, avoir des enfants, devenir mère. Même si le fait d'être mère, la féminité ne se résorbe pas dans la maternité, évidemment non, comme la masculinité ne se résorbe pas dans la paternité. Et on peut être très très bien femme toute sa vie sans avoir aucun enfant, et on peut être très bien un homme toute sa vie sans être père. Il se trouve que la différence pour la femme, c'est que une femme a la potentialité d'accueillir en son sein une nouvelle vie. Et ça change tout. Parce que sinon, il n'y aurait pas d'hommes et femmes, quoi. Donc pourquoi on se fatiguerait à être femme, fatiguerait à être homme, s'il n'y avait pas justement, l'important c'est cette conjonction-là, cette alliance-là qui va produire une nouvelle vie. C'est ça qui change tout. Et il n'y a pas de maternité sans paternité, et il n'y a pas de paternité même sans maternité. Y compris, donc pas de maternité sans paternité, y compris si le papa vient de mourir. Il y a des cas comme ça. Un homme produit donc la gestation chez une femme, et puis tout d'un coup il décède. Et part. Mais il est là. Non pas en tant qu'homme réel, mais en tant que la paternité, elle est là. Un peu comme cette femme-là, dont son mari, elle était enceinte de 5 mois, et son mari est allé au concert au Bataclan. Ah oui, d'accord, ok. Et il a été tué là-bas. Elle a gardé donc cet enfant-là, qui était fait avec cet homme, qui n'était plus là, mais c'était lui le père. C'est pas possible que ce soit un autre, c'est lui qui était le père, avant même que sa fille naisse. Mais donc, normalement, on accueille cet événement naturel, l'événement psychique se met en branle pour accueillir positivement cet événement-là. Et quand il y a des femmes qui n'arrivent pas à l'avoir, ou des pères, il y a la médecine avec toute sa technicité qui vient aider pour essayer de trouver des palliatifs à ça et de résoudre les problèmes et d'accueillir. Non, c'est vrai. Normalement, c'est quelque chose de naturel, et tomber enceinte, c'est pas une maladie non plus. C'est sûr. Tout. Bon. En revanche, et ça peut le devenir. Ça peut devenir un problème. Bah moi, je l'ai vécu, en tout cas les changements physiques, je les ai vécus comme un problème en fait. C'est ça. Parce que je vomissais beaucoup plus que les autres femmes.
Et en fait, j'ai fait des recherches là sur le coup pour mon dossier. Et j'ai oublié de vous mettre la question en plus. Oui. Mais en fait, j'ai regardé que Freud s'était intéressé aux vomissements intempestifs et brutaux. Et en fait, pour lui, en fait, ça serait peut-être un besoin, le fait de vomir, c'est un besoin de libérer une parole par rapport à un événement et de révéler par exemple un secret. C'est ça. Et donc en fait, voilà, je voulais savoir si le fait de vomir, est-ce qu'il peut être lié à un besoin de parler. En fait, je voudrais savoir. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Remplir la bouche aussi pour empêcher de parler, ne pas réussir à avaler des aliments parce qu'on a avalé quelque chose. Bon. Mais bien sûr, oui, c'est pour ça que j'ai préparé des choses pour te dire. Mais donc, c'est pas une maladie, c'est cette histoire de tomber enceinte, mais ça peut devenir, parce qu'en fait, je vais répondre à ta question, c'est que il y a deux choses qui se passent, c'est que dans l'avortement, c'est que l'avortement, il vient fonctionner comme une solution. Une solution médicale et maintenant juridique depuis 1974. Oui. Mais ça vient être une solution à quoi? Ça vient d'être une solution à un problème, qui est un problème un peu conflictuel. Oui. Et l'avortement résout ces problèmes conflictuels. Le problème conflictuel, c'est le conflit de départ, c'est une grossesse non désirée. Oui. Alors. C'est vrai. Et la solution, qui est l'avortement, va tenter de résoudre les problèmes premiers, mais va apporter une deuxième problématique. Qui est... C'est ça, le truc, c'est que la grossesse non désirée peut être... Bon, c'est pour ça qu'il y a plusieurs types d'avortement. Il y a l'avortement thérapeutique, médical. Donc là, c'est parce que l'embryon, le fœtus, n'est pas du tout viable. Et il ne s'agit pas de le laisser aller jusqu'à terme pour qu'il soit mort-né. Il y a ces moments-là, puisque, bon, il y a toute la question juridique aussi d'un enfant mort-né. Il peut avoir une existence, l'enfant mort-né. Alors que l'enfant mort non-né n'a pas d'existence juridique. Mais, de toute façon, le côté médico-technique ou technomédical et la panoplie judiciaire ne sont pas forcément, l'une ne colle pas forcément à l'autre. Et en plus, ils ne tiennent pas forcément compte d'un troisième aspect qui est essentiel dans la chose. Donc, ce troisième aspect, c'est très, très important. Donc, en fait, quand on a commencé un processus de maternité, c'est-à-dire la gestation. Mais elle n'est pas non désirée parce qu'il y a un problème médical. Non, parce que l'enfant n'a pas, c'est-à-dire le projet d'enfant n'a pas un problème médical, n'a pas un problème congénital, je ne sais pas, impressionnant, absolu. Et il ne s'agit pas non plus d'un avortement, d'une nécessité d'avortement réparateur, je ne sais pas comment l'appeler, par exemple, où ce n'est pas une maladie que l'enfant ou la mère a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un risque de mort de la mère ou de l'enfant pendant la grossesse. Au niveau médical, tout va bien, mais il s'agit le produit d'un viol, par exemple, d'un inceste. Et à ces moments-là, on ne veut pas produire une deuxième injustice à la femme victime, parce qu'il s'agit donc à ces moments-là d'une victime. Et donc là, c'est les discours juridiques qui viennent épauler, et même, le côté médical. Là, il s'agit d'une troisième position, et c'est ça qui nous intéresse, c'est les interruptions des grossesses qui sont donc l'avortement de confort. C'est-à-dire que, d'un côté, j'ai un processus naturel, normalement heureux, constructif, positif, que
que j'aime énormément. Mais, d'un autre côté, je ne peux pas l'assumer. Parce que je suis trop jeune, parce que je n'ai pas encore fini mes études, parce que je n'ai pas assez d'argent, parce que peut-être mon copain ne va pas suivre, parce que peut-être mon mari va me laisser tomber, parce que peut-être mes parents ne vont pas accepter, parce que peut-être ma mère va vouloir l'élever à ma place. Non, c'est vrai, ça peut être possible. Il y a tout ça. Bon, ben, des cas où des jeunes de 15-16 ans, des enfants. Et donc là, bien sûr, c'est peut-être mieux que tu termines tes études, que tu ailles travailler, que tu aies plus d'argent, que tu sois bien en couple. Tout ça. C'est vrai. Et donc, la grossesse est considérée donc, non désirée, mais non désirée non pas parce qu'il y a un problème médical, mais parce qu'il y a un conflit entre deux types de maternité. Il y a un dédoublement de la maternité. Donc tu parlais d'une dualité là. D'une dualité, il y a plusieurs types de dualités, mais la dualité de la maternité, qu'on peut considérer comme la dualité entre la maternité des corps ou la maternité des chairs et la maternité des cœurs. Hein, on peut le trouver dans La femme des 30 ans de Balzac, par exemple. Hein. Ouais. Et j'avais fait des vidéos sur ce thème-là déjà. D'un côté, la maternité des chairs, elle vient de commencer. Parce que sinon, il n'y aurait pas de problème. Et tout se passe bien. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le problème aussi. Parce que sinon, ça serait une fausse couche. Voilà. Et la maternité des cœurs s'y oppose à un conflit. Elle veut et elle veut pas. Et d'un côté, elle veut parce qu'elle veut avoir des enfants, je suppose. Là, tu voudrais avoir des enfants. Plus tard, Oui, bien sûr. Donc la maternité des cœurs, elle est dédoublée. Elle dit, moi j'aime bien sûr, je veux être maman, etc., tout ça. Mais pas maintenant. Pas dans ces conditions de vie. Donc là, elle est déjà toute seule, déjà, la maternité des cœurs, elle est en conflit. Et en plus, elle est un autre conflit avec la maternité de chair. Donc, la panoplie judiciaire et la technicité médicale te disent, nous avons une solution. C'est ça. Très bien. Bien sûr. Et donc là, les conflits de la maternité de cœur dans sa guerre contre la maternité de chair, est un peu apaisé. Très bien. Mais il reste quand même le conflit interne dans la maternité des cœurs, c'est ça, qui reste encore valable. Et en plus, et donc ça c'est vrai parce qu'il y a sur une perte, mais une perte qui est un peu non identifiable, très bien. Sauf peut-être dans un petit film échographique. Déjà ça peut aider un peu à identifier un peu les choses. C'est peut-être pour ça que le médecin, consciemment ou inconsciemment, utilise ça pour la patiente. Pour stimuler alors Non, pas simplement pour savoir, est-ce que vraiment vous voulez Ah oui, c'est pour lui faire prendre conscience alors mais pas forcément pour prendre conscience ou pour dire éventuellement c'est bien ça que vous voulez. Non, même si ça peut exister aussi. C'est que ça peut servir plus tard. Ça peut servir plus tard parce que pour identifier quelle est la perte. Parce que tout ça, ce sont des problèmes, mais ils ont des solutions aussi. Heureusement. Donc, oui, l'avortement, c'est un problème, c'est une solution, c'est un problème, mais c'est un problème qui a des solutions aussi. Non, c'est vrai. Alors, et tu vois que j'ai vu Simone Veil quand elle avait lancé en 1974 à l'Assemblée nationale son speech pour pouvoir défendre la dépénalisation de l'avortement. Elle s'adressait en majorité donc à une assemblée d'hommes. Et elle disait,
et pour défendre son truc, c'est l'avortement est et restera toujours un drame pour une femme. Donc, moi je vous demande de viabiliser ça, de légaliser ça, de dépénaliser cet acte, mais sachez que ça doit rester un acte d'exception. Un acte qui devrait être à la fin quand il n'y a pas d'autre issue. Quand vraiment, parce qu'elle dit, elle dit clairement, ça reste et ça restera toujours un drame pour une femme. C'est rarissime qu'une femme aille d'elle-même à bras ouverts, sauf peut-être quelques positions idéologiques un peu fanatiques, d'accepter ça. Donc moi je pense que c'est plutôt bienvenu de ta part de placer les choses dans ces termes-là, des difficultés vis-à-vis de ces métamorphoses.